Il est mentalement dérangé, a hurlé ma femme en pleine audience au tribunal de grande instance de Lyon. Elle ne l'a pas chuchoté, ni sous-entendu, elle l'a crié pour que toute la salle l'entende, provoquant des hoquets de surprise dans l'assistance tandis que le juge haussait un sourcil et que son propre avocat enfouissait son visage dans ses notes, accablé. Mais elle n'avait pas fini, car ma belle-mère s'est levée juste après, me pointant du doigt avec des mains tremblantes en déclarant « Marier ma fille à cet imbécile a été la plus grande erreur de ma vie, j'ai ruiné son avenir de mes propres mains. » Ce n'était pas de la rage, c'était du regret, non pas pour le comportement scandaleux de sa fille, mais pour m'avoir laissé entrer dans leur précieuse famille bourgeoise. Je suis resté silencieux. Je m'appelle Antoine Mercier, et c'est à ce moment précis que j'ai réalisé que je ne me battais plus pour sauver mon mariage, mais pour préserver les derniers lambeaux de ma dignité. Nous étions devant le juge aux affaires familiales, après 5 ans de mariage, sans enfant, sans bataille immobilière majeure, juste une tentative d'assassinat de mon caractère déguisé en tenue de créateur et en dossier juridique. Elle prétendait que j'étais instable, dangereux, émotionnellement imprévisible, utilisant le fait qu'après le décès de mon frère, j'avais traversé une dépression, suivi une thérapie et cherché de l'aide. Je lui avais tout raconté à l'époque où nous partagions encore de la confiance et des dimanches matins paisibles autour d'un café, et maintenant, elle utilisait ma transparence comme une arme pour gagner un meilleur règlement financier. Le juge s'est alors tourné vers elle et a posé une question qui a figé la pièce. « Madame, ne comprenez-vous vraiment pas qui est cet homme ?» Son visage s'est figé et son avocat s'est raidi, car ce qu'ils ignoraient, c'est que le juge me connaissait personnellement depuis des années, suite à une affaire où j'avais aidé bénévolement des victimes de violences conjugales dans ce même palais de justice où je me trouvais aujourd'hui accusé. Dans cette seconde de silence, l'équilibre des forces a basculé, un silence si lourd qu'on aurait pu entendre un stylo rouler au sol, jusqu'à ce que ma femme cligne des yeux et bafouille un « Pardon ?» Le magistrat la regarda droit dans les yeux, non pas avec colère, mais avec cette fatigue de celui qui a vu trop souvent la même comédie jouée par des gens qui se croient malins. « J'ai déjà vu ça, une personne prend quelqu'un de gentil, de vulnérable et d'honnête. Et utilise ses qualités contre lui jusqu'à réécrire l'histoire pour que le gentil devienne le fou. » Son avocat tenta d'objecter en disant qu'il n'était pas au courant d'antécédents, mais le juge le coupa sèchement en lui disant qu'il aurait dû mieux vérifier ses dossiers, avant de se tourner vers moi pour dire « Monsieur Mercier, je me souviens de l'audience de l'affaire Bertrand. Vous étiez l'un des seuls civils à témoigner alors que c'était risqué, je me souviens de vous. » Le masque de ma femme s'est fissuré, elle a jeté un coup d'œil à son avocat qui lui a chuchoté quelque chose, puis elle a tenté de s'expliquer au juge en disant qu'elle était juste bouleversée. Mais je n'ai rien dit car la vérité est que je n'étais pas venu au tribunal pour convaincre qui que ce soit de ma stabilité, mais pour leur montrer que je ne la laisserai plus me définir par des mensonges ou des larmes de théâtre. En dehors du tribunal, je m'étais préparé, j'avais des attestations de moralité d'anciens collègues, mes dossiers médicaux prouvant ma guérison, des preuves de son comportement contrôlant, et surtout un document que son avocat n'avait pas encore vu, une pièce qui allait changer le cours du procès. Le lendemain de l'audience, j'ai reçu un email du cabinet de son avocat contenant un récapitulatif des pièces à verser au dossier, et en ouvrant le fichier par acquis de conscience, j'ai trouvé l'impensable, un PDF qu'elle n'était pas censée inclure. Un téléchargement accidentel enfoui dans un lot de documents scannés. C'était une note manuscrite convertie depuis l'application de notes de son téléphone, intitulée « Plan divorce, angle santé mentale ». Mon cœur a ralenti en lisant ses propres mots détaillant comment elle allait m'isoler en utilisant mes dossiers de thérapie, exploiter le deuil de mon frère pour suggérer une instabilité, planter de fausses histoires auprès de nos amis et prétendre craindre pour sa sécurité émotionnelle. Ajoutant même, si je pousse assez fort sur l'aspect santé mentale, le tribunal reculera et il pliera, comme il le fait toujours. Le fichier était daté de 3 semaines avant qu'elle ne demande le divorce. J'ai transféré le document à mon avocat sans commentaire, puis j'en ai imprimé une copie que j'ai déposée personnellement au greffe à l'attention du juge avec une note simple, soumis pour examen d'intégrité suite aux inquiétudes de votre honneur concernant mon caractère. Plus tard ce soir-là, un ami commun m'a appelé pour me dire qu'elle paniquait complètement, prétendant que je l'avais piégée, alors qu'elle s'était piégée toute seule et que la seule carte qu'elle pensait jouer pour me briser était devenue la preuve qui exposait tout. Lorsque nous sommes retournés au tribunal, l'atmosphère avait changé, son avocat semblait abattu, le juge avait le visage impassible mais le ton plus tranchant en annonçant qu'avant de procéder, il souhaitait appeler un témoin de moralité. La porte s'est ouverte et Rachel Bertrand est entrée, c'était la même Rachel de l'affaire de violence conjugale d'il y a des années, qui était passée de victime tentant de survivre à conseillère pour des foyers de femmes. Elle m'a regardé, puis a regardé ma femme, et j'ai su qu'elle avait tout compris. À la question du juge sur ma stabilité,
Elle a répondu, j'étais terrifiée de parler lors de mon propre procès, mais Antoine était le seul témoin civil présent chaque jour, il faisait 2 heures de route juste pour nous soutenir, moi et 3 autres femmes, sans jamais rien demander en retour. Et je ne l'ai jamais vu agir sans intégrité. Ma femme est devenue blême tandis que son avocat chuchotait furieusement. Le juge a alors déclaré qu'à la lumière du journal intime et de ce témoignage, le tribunal reconsidérait sa position sur les allégations d'instabilité. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que sa stratégie s'était effondrée, non pas parce que j'avais crié plus fort, mais parce que j'étais resté immobile assez longtemps pour que la vérité la rattrape. Après le témoignage de Rachel, un silence fragile s'est installé, celui qui survient quand la comédie meurt et que la vérité prend sa première respiration. Le juge a offert une dernière chance à ma femme de répondre, et elle s'est levée lentement, lissant son chemisier dans une posture calculée qui semblait désormais trop répétée, bafouillant qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, qu'elle avait paniqué de peur de se retrouver sans rien. Une larme a coulé, mais je suis resté assis car je n'étais pas là pour le théâtre. Le juge a haussé un sourcil en répétant « Vous avez paniqué, alors vous avez fabriqué une dépression nerveuse pour obtenir un avantage devant le tribunal familial ?» Elle est restée bouche bée, et son avocat a posé une main sur son bras pour la faire taire, mais c'était trop tard. Je me suis finalement levé, non pour riposter, mais pour soumettre la pièce numéro 17, un échange de mai datant de 2 mois entre ma femme et une amie discutant des meilleures phrases à utiliser pour me peindre comme instable mais pas assez pour un internement psychiatrique. J'ai remis l'enveloppe à l'huissier, le juge l'a lu en silence pendant 1 minute, puis a annoncé que la séance était levée jusqu'au jugement final la semaine suivante. Ma femme n'a pas regardé en arrière en partant, son masque avait disparu, ne laissant que les dégâts qu'elle s'était infligés. La salle d'audience était comble lors du verdict final, avec des avocats, des greffiers et même quelques journalistes locaux probablement prévenus par son camp dans l'espoir d'obtenir de la sympathie. Elle portait du blanc, la couleur des mariages ou des excuses, tandis que je portais du gris, neutre et calme. Le juge est entré, a examiné le dossier et a parlé avec un calme délibéré, ce tribunal a examiné toutes les preuves soumises, y compris les journaux intimes, les témoignages de moralité et les communications numériques. Sur cette base, la Cour constate des preuves claires et convaincantes de fausses représentations préméditées de l'état mental du défendeur avec l'intention de manipuler les résultats juridiques. Elle a tressailli. En conséquence, toutes les demandes de la requérante, y compris la pension alimentaire, les biens communs et les dommages émotionnels, sont rejetées. Son avocat n'a pas objecté. Le juge a poursuivi en m'accordant la pleine propriété de notre résidence, l'exonération des dettes partagées et la restauration de mes avoirs personnels gelés. Il l'a regardé une dernière fois en disant « Madame Mercier, les tribunaux existent non seulement pour protéger les vulnérables, mais pour protéger la vérité elle-même, vos actions ont cherché à exploiter les deux. » Le coup de marteau a retenti, c'était fini. Elle est passée devant moi dans le couloir sans un mot, le bruit de ses talons résonnant trop fort dans le calme qu'elle laissait derrière elle. Plus tard ce soir-là, j'ai ouvert le dernier document de mon avocat intitulé « Jugement final, restitution de caractère ». Ce n'était pas juste une clôture juridique, c'était la preuve qu'elle avait essayé de m'enterrer sous des mensonges et que je l'avais laissé creuser sa propre tombe avec ses mots. La semaine suivante, ses réseaux sociaux avaient changé, fini les photos de vacances et les citations inspirantes sur la liberté, place à un profil vide et privé, car son histoire ne fonctionnait plus. Nos amis communs ont cessé de l'appeler, certains m'ont écrit pour s'excuser d'avoir cru ces mensonges sur mon instabilité, mais je n'ai pas répondu à la plupart car je n'avais plus besoin de validation. La vérité voyage sans microphone et une fois qu'elle atterrit, elle n'a pas besoin d'être défendue. J'ai reçu un email de Rachel Bertrand me disant « J'ai déjà vu des femmes comme elle, elles utilisent la santé mentale comme une arme pour réécrire la réalité, mais votre silence et votre force sont rares. » Accompagnée d'un flyer pour une association qu'elle crée et pour laquelle je pourrais aider. Ce soir-là, en marchant dans ma maison, j'ai remarqué à quel point elle semblait enfin paisible, non pas vide, mais sereine. Dans le tiroir de ma table de nuit, j'ai retrouvé un vieux post-it de mon frère que je gardais depuis des années, « Ne laisse personne transformer ta douleur en leur projecteur. » J'ai souri, je l'ai replié et rangé. Elle avait essayé de faire de moi le méchant, mais je n'avais pas riposté avec du bruit, j'avais attendu, documenté et laissé ses propres mots l'ensevelir, et au final, ce silence a été plus fort que tout ce qu'elle avait pu hurler au tribunal. 1 mois après le jugement, j'ai été invité à parler dans un groupe de soutien local pour hommes se remettant de relations émotionnellement abusives. J'ai failli refuser car je suis un homme discret qui n'aime pas ressasser les traumatismes, mais c'était nécessaire. J'ai raconté ce que je n'avais pas dit au tribunal, comment la honte s'infiltre,
Combien il est facile de douter de soi quand quelqu'un qu'on aime réécrit votre histoire, et combien il est terrifiant de voir son silence devenir leur arme. Puis je leur ai dit ce que j'avais appris, que le silence peut être reconquis, que l'immobilité peut être une force, et que lorsque le monde veut vous entendre crier, parfois la meilleure chose à faire est de chuchoter avec le poids de la vérité. Après, un homme d'une 60aine d'années m'a approché, m'a serré la main en tremblant et m'a dit « Vous ne vous êtes pas seulement défendu, vous nous avez appris à rester debout quand ils essaient de nous écraser. » De retour chez moi, j'ai trouvé une enveloppe sur la table de la cuisine, une lettre du juge contenant un certificat de reconnaissance judiciaire pour mon bénévolat passé. Avec une note simple, vous vous êtes souvenu de ce que j'ai fait pour Rachel il y a des années, vous avez défendu les autres quand personne ne vous défendait, et quand ce fut votre tour, vous n'avez pas fui, vous vous êtes élevé. J'ai épinglé le certificat à côté de la vieille guitare de mon frère, et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression d'avoir survécu à quelque chose, mais d'y avoir mis fin avec la vérité, avec le calme, sans s'en verser, juste des mensonges défaits.